Premier constat, le marché du travail espagnol a un taux d'emploi temporaire de près de 25, donc un des plus hauts taux d'Europe, hein, ce qui veut dire qu'il y a un salarié sur 4 en Espagne qui est sur un contrat précaire ou CDD ou contrat de travail temporaire. Alors, des négociations sont en cours aujourd'hui en Espagne afin de limiter le recours au CDD et de favoriser l'usage du CDI. Donc, le durcissement du recours au CDD va se faire par le biais de différentes mesures. Et dans ces différentes mesures, on peut évoquer la limitation des causes permettant l'utilisation des CDD et des contrats temporaires, donc des causes beaucoup plus restrictives qu'aujourd'hui. La diminution de la durée des contrats possibles en CDD et de leur concaténation, mais aussi le remplacement des CDD saisonniers par des contrats permanents discontinus. Donc, dans des secteurs d'activité où aujourd'hui on va mettre en place plutôt des CDD saisonniers, par exemple dans l'agriculture, bientôt ça va peut-être ne plus être possible et devront être remplacés par des contrats permanents discontinus. C'est-à-dire que c'est une forme de CDI par lequel le collaborateur sera régulièrement donc embauché par la même entreprise au moment de la saison en fait importante d'activité de l'entreprise. Alors, l'inspection du travail est très intransigeante aujourd'hui sur ces questions. Elle n'hésite pas à pénaliser, mais surtout à requalifier les CDD en CDI lorsqu'elle constate un abus. Hein, et on le voit de plus en plus. Autre sujet au cœur des débats, c'est la flexibilité du temps de travail. Alors, effectivement, aussi avec le télétravail, donc cette notion est importante aujourd'hui. La grande majorité des salariés en Espagne ont des horaires de travail très rigides qui sont imposés par les entreprises, mais la réalité de la flexibilité espagnole est en partie aussi liée et en raison de la culture de travail actuelle. En fait, c'est très ancré chez les Espagnols que l'idée de plus je suis au présent au bureau et plus mon travail est valorisé. Hein, il y a encore vraiment cette culture très implantée ici en Espagne. Mais ça vient se heurter finalement aux questions de conciliation de vie professionnelle et de vie privée qui restent un problème, tout comme le droit à la déconnexion, donc en dehors des horaires de travail et pendant les congés. Alors, ceci n'est pas qu'une question liée à l'Espagne, hein, mais l'Espagne fait quand même partie des pays d'Europe où la flexibilité du travail est la plus faible, pardon, contrairement à ce qui peut se pratiquer, notamment dans les pays nordiques. Alors, il existe en Espagne donc des débats sur cette flexibilité, mais on ne constate pas beaucoup d'avancées et de changements sur le terrain. Et l'environnement législatif est quasiment inexistant en la matière. Hein, comme je vous le disais, il y a eu très récemment donc cette loi sur le télétravail, mais aujourd'hui sur la flexibilité, on ne retrouve pas grand-chose au niveau législatif. Alors, souvent, la question de la flexibilité se heurte à la question de la performance. Or, les pays nordiques ont démontré que la flexibilité ne nuisait pas à la performance et à la productivité, et c'est parfois même le contraire. Voilà, mais bon, encore une fois, c'est une question qui peut être débattue et la crise covid va forcément jouer un rôle d'accélérateur sur ces différentes questions. Parlons maintenant de la réforme des retraites. Depuis 2011 et jusqu'en 2027, un calendrier prévoit le recul de l'âge de la retraite et l'augmentation de la durée de cotisation, donc qui change chaque année. En 2027, l'âge de départ à la retraite en Espagne se situera entre 65 et 67 ans, selon le nombre de trimestres cotisés. Néanmoins, un nouveau projet de loi va venir modifier cette première réforme, alors que cette première réforme n'est pas encore arrivée à son terme. Les aspects les plus importants de ce projet de loi, donc qui va s'intégrer dans l'ancien projet de loi et qui devrait s'appliquer à partir de 2022, va principalement concerner une revalorisation des pensions en fonction de l'indice des prix à la consommation, dans le même esprit que pour l'augmentation du SMI en Espagne. Il y a le souhait de revaloriser le pouvoir d'achat des retraités espagnols. La réforme prévoit aussi des incitations pour retarder le départ à la retraite et des pénalités pour limiter le recours à la retraite anticipée. Donc, ce qui va retarder mécaniquement l'âge de départ à la retraite des Espagnols. Parallèlement à cette réforme des retraites, on va avoir aussi une réforme des cotisations des indépendants, donc du régime des autonomos ici en Espagne. Actuellement, les cotisations sont calculées entre une base minimum et un plafond, au choix de l'indépendant, du travailleur indépendant. À partir de 2023, date d'application de la réforme, les cotisations seront calculées sur des tranches de rémunération
L'objectif, c'est que les cotisations soient plus en adéquation avec les revenus. Aujourd'hui, un indépendant qui touche de gros revenus avait la possibilité finalement de cotiser sur la base minimum et inversement, un indépendant qui touchait de faibles revenus pouvait, s'il le souhaitait, cotiser sur le plafond. Voilà. Mais aujourd'hui, ça va être plus en adéquation donc avec les revenus. Abordons maintenant un sujet extrêmement sensible en Espagne, c'est l'emploi des jeunes. Le gouvernement a approuvé en juin dernier un plan de relance sur 7 ans concernant l'emploi des jeunes. Plus de 3 millions d'euros, auxquels vont s'ajouter à peu près 1 million d'euros de fonds européens, vont être consacrés à la lutte contre le chômage des jeunes. Il s'agit du plus grand investissement public jamais consacré dans ce domaine, mais compte tenu du chômage des jeunes, c'est vraiment aujourd'hui une question très importante. Avant la crise Covid, le taux de chômage des jeunes était déjà d'environ 30%, avec des disparités donc selon les régions, un peu plus faibles effectivement sur Madrid et Barcelone par exemple, mais beaucoup plus haut sur d'autres régions espagnoles, notamment dans le sud de l'Espagne. Et durant la crise, ce taux a approché les 40%. Et aujourd'hui, c'est la population qui a le plus de mal à retrouver son taux d'emploi d'avant-crise, voilà, même si la crise n'est pas complètement derrière nous, mais la plupart des populations ont retrouvé un taux d'emploi équivalent à la crise avant Covid, alors que les jeunes n'ont pas retrouvé ce taux d'emploi. Et c'est en grande partie lié à cause de la nature des emplois des jeunes. En fait, la nature des emplois des jeunes est beaucoup plus précaire que leur aîné. Donc, on est plus sur des contrats, des CDD et des contrats à temps partiel. Voilà. Et les secteurs d'activité qui ont été particulièrement touchés par cette crise sont des secteurs d'activité dans lesquels il y a eu beaucoup d'emplois de jeunes. Donc, c'est ce qui explique aujourd'hui cette difficulté pour les jeunes à retrouver un taux d'emploi. Voilà. Mais même si il n'y avait pas eu cette crise, voilà, on voit bien que le taux d'emploi des jeunes en Espagne est quand même peu élevé, voilà, qu'il y a un taux de chômage très important. Le plan va se consacrer donc sur l'accompagnement personnalisé des jeunes dans leur recherche d'emploi, sur l'acquisition de compétences professionnelles et donc sur la formation et sur leur intégration sur le marché du travail. L'un des objectifs du gouvernement est aussi de promouvoir l'esprit d'entreprise des jeunes, donc avec l'octroi de microcrédits sans garantie pour encourager la création de nouvelles entreprises. Enfin, pour clore cette présentation des récentes obligations et prochaines orientations en Espagne, je vais évoquer le sujet de la diminution du temps de travail. L'Espagne devait se lancer dans un projet pilote pour expérimenter un nouveau format de journée de travail, donc à savoir la semaine de 4 jours et de 32 heures, sans réduction de salaire, qui devrait normalement bénéficier à environ 200 entreprises avec des effectifs qui se situent entre 6 et 200 salariés. Alors, ce projet devait normalement démarrer à l'automne 2021. Mais il va être retardé à cause de problèmes de financement, notamment de financement européen qui ont été redirigés vers des problématiques plutôt liées à la Covid-19 et au soutien de l'activité économique pendant la crise. Voilà, et donc ces problèmes de financement en aide aux entreprises, puisque la réduction des horaires se fera sans réduction de salaire, va reporter probablement le projet à 2022. Donc, ce projet vise à tester la semaine de 4 jours et ses effets sur la productivité et également sur le niveau de satisfaction et d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Alors, s'il devait être concluant et étendu donc à l'ensemble des entreprises en Espagne, ce serait une sacrée révolution dans l'organisation du travail en Espagne. Voilà ce qui clôt ma présentation en fait des nouvelles obligations et orientations en matière sociale. Et effectivement, donc BDO peut vous soutenir sur l'accompagnement de ces obligations. Et notamment ces derniers temps, on a eu beaucoup de questions sur comment mettre en place le télétravail en entreprise. Voilà, donc c'est des questions sur lesquelles on peut aider les entreprises donc à mettre en place une politique de télétravail en conformité avec la législation de cette loi que j'ai évoquée tout à l'heure, sachant que cette loi, elle donne les grandes lignes directrices du télétravail, que les conventions collectives vont définir effectivement le cadre de ce télétravail, mais qu'ensuite il convient aux entreprises, selon leur organisation, de mettre en place leur propre politique de télétravail en entreprise.